Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue pour le grand retour de Golasso Scout. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, de ce podcast spécial qui revient, comme vous le savez, sur les différents talents de la formation au Portugal. Et aujourd'hui, qui de mieux que de vous présenter, même si vous avez sûrement déjà un petit peu vu ou revu son talent sur les terrains de Liga Noche ces dernières semaines. Nous allons donc évoquer le fils de Sergio Conceição, le plus jeune, Francisco Conceição, qui donc a fait ses débuts il y a quelques semaines en Liga Noche avec l'équipe principale du FC Porto et on va en parler un petit peu pour présenter ce qu'il fait actuellement, mais un peu aussi son parcours en termes de formation qui est aussi intéressant et voilà, analyser un peu ses différentes qualités, sa marge de progression. On va suivre la trame de d'habitude, et pour m'accompagner aujourd'hui, on est 4, donc il y en a 3 autres, et premier que je vais présenter, Alex, comment vas-tu ? Écoute, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien Mathieu, et très heureux de parler de ce futur talent. Il sera sûrement plus fort que Messi, mais on est prêt, on annonce en 2021, donc on espère que d'ici 10 ans on pourra refaire écouter cette émission. Et oui, et vous avez à moitié entendu parce que Louis a rigolé. Louis, comment vas-tu ? Salut Mathieu, salut Alex, salut Kevin, salut à tous nos auditeurs. Ça va super bien, ça y est, on a un peu redescendu de la qualification en Ligue des Champions et toujours aussi heureux d'annoncer que je suis quart de finaliste et dans les 8 meilleures équipes de la Champions League. Et on va parler de notre futur Messi qui nous emmènera à gagner la Ligue des Champions, bien sûr. Bien sûr. Et pour compléter l'équipe, Kevin, comment tu vas ? Salut Mathieu, salut les gars, salut tous les auditeurs, ça va très bien. Oui, comme l'a dit Louis, on est en huitième de finale, on est en quart de finale de la Ligue des Champions. Oui. Donc tout va très bien. Et on a le nouveau Messi. Ouais. Même le vrai Messi, on va dire. Bref. On va se faire tirer dessus. En fait. Laisse tomber. Donc on a la même équipe que le dernier live, j'étais pas là, parce que bien sûr la programmation a fait que Guimarães Braga était ce mardi, donc je tenais à dire que j'ai une équipe plus forte qu'un quart de finaliste de Ligue des Champions. Il fallait que je le place. Oh non. Les garçons, on va commencer, comme d'habitude on commence un peu par le parcours de Francisco Conceição, je vais te laisser commencer Alex, un parcours particulier qui a commencé au Sporting. Faut savoir qu'il est arrivé à Porto lorsque son père, Sergio Conceição, était signé au FC Porto en 2017. Est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus sur son parcours ? Effectivement, il a été formé au Sporting. Il est resté jusqu'à la saison, comme tu as dit, en 2017-2018, quand du coup Conceição est arrivé à Porto. Mais jusqu'à ses 15 ans, il a évolué au Sporting. Donc il a évolué au Sporting. Ensuite, il est parti à Porto, où il a été ensuite, on va dire, quelque sorte prêté, parce que c'est quelque sorte une filiale. Il a joué en U15 à Padroense. Et ensuite, du coup, il a fait tout son cursus à Porto, mais pour parler un peu de son parcours au niveau de tout ce qui est jeune, c'est-à-dire qu'il fait une saison U15 avec le Sporting, du coup c'est ce qui s'appelle au Iniciade au Portugal, donc c'est U15, et donc du coup il fait partie de la génération 2002, de la génération que l'on voit actuellement en pro avec le Sporting, donc Thiago Thomas, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, il y avait José Fernandes qui lui en 2003 mais était surclassé avec les 2002, du Thiago Ferreira qui est aujourd'hui en équipe B du Sporting, Rodrigo Rigo qui joue aujourd'hui en U23, enfin voilà, c'était vraiment la génération 2002, et Joelson Fernandes le meilleur 2003 qui est joué du coup en U15. Et il faut savoir que Conceição n'était pas titulaire, quoi. Il était pas du tout titulaire au Sporting, même si grand talent, et le Sporting comptait sur Francisco Conceição pour évoluer plus tard avec les pros. C'était pas forcément le titulaire indiscutable en U15, parce que le titulaire indiscutable en U15 c'était Bruno Tavares qui est aujourd'hui en U23. Donc voilà, c'était Bruno Tavares et ensuite Francisco Conceição. Donc voilà, en quelque sorte c'était pas forcément le meilleur talent du Sporting. Donc ensuite il part à Porto. Il part à Porto en même temps, comme tu as dit Mathieu, que lorsque son père arrive dans ce club-là.
Il fait une saison. J'ai pas vraiment suivi ce qu'il a fait malheureusement en U17, U16 pardon, avec Padre. Mais j'ai pas regardé le match pour être sincère. J'ai juste vu ce qu'il avait du coup fait comment dire, lors du tournoi de Montaigu, qui est un tournoi de sélection en fait avec les U16 où toutes les meilleures sélections de U16 nationales se rejoignent. Ils font en quelque sorte pardon, un tournoi. Et même là en sélection, du coup, voilà, c'était le remplaçant du remplaçant, quoi, parce qu'il était remplaçant de Pedro Brazao, qui est aujourd'hui à Lausanne, qui était lui-même le remplaçant de Bruno Tavares. C'est-à-dire que vraiment, c'était vraiment le troisième choix. Et voilà, ça restait un bon joueur. Hein, c'est vraiment un bon joueur qui avait déjà ses qualités à pied gauche magnifique, etc., mais un peu grassouillé, pas vraiment puissant, qui faisait un peu les mêmes gestes techniques. Donc tu sentais qu'il y a du talent, mais que bon voilà, c'était quand même un talent à développer, que ce soit en U15, que moi je regardais en U15, tu disais ok, il y a du talent, mais c'est pas encore non plus. On pouvait pas imaginer le joueur que ça allait être aujourd'hui. Et ensuite, il fait une saison U17 à Porto, où voilà, il est titulaire indiscutable. Il fait une grosse saison U17. Et ensuite, il fait une saison U19 où d'ailleurs on en a parlé souvent en off, Mathieu, où il n'est pas titulaire au début de saison. Vraiment, il n'est pas du tout titulaire jusqu'en décembre même. Le titulaire, c'est Gonzalo Borges, c'est Sani. Voilà, c'était du Bernardo Foglia qui était titulaire à sa place. Et en fait, c'est à partir de décembre où là, oui, il commence à devenir un peu plus titulaire. Et ensuite, il fait un début de saison exceptionnel cette année avec l'équipe B. Et aujourd'hui, bah, voilà, il postule pour même une place en équipe A. Simplement. Je rembobine juste un petit peu, Alex, sur sa saison U17, juste pour voilà, le fameux Padrouins. Donc c'est une équipe de U16 pour Porto qui évolue dans le championnat U17. Il n'y a que Braga et Porto qui ont une équipe entre guillemets filiale, Palmeiras pour Braga et le Padrouins pour Porto, des équipes qui sont très intéressantes en termes de formation, qu'il n'y a pas forcément, qu'il n'y a pas de même du côté de Lisbonne, enfin du côté du Sporting et de Benfica. Donc c'était la petite parenthèse. Et juste pour faire parler un peu aussi Kevin et Louis, moi de mon côté, je l'ai vraiment connu lors de cette saison en U17, mais quand il était en équipe de Porto, c'est-à-dire la saison 2018-2019, grosse saison en U17 de la part de la fameuse génération de 2002. D'ailleurs, c'est pas le premier talent en 2002 qu'on évoque dans ce podcast. Hein. On n'a pas déjà parlé de Thiago Thomas, de Nuno Mendes et d'autres, et de Fabio Silva, même s'il était surclassé. Juste Kevin, Louis, je vais commencer par Kevin. Quand est-ce que tu as commencé à entendre parler de Conceição dans ta formation et quelle a été la première impression que tu as eue vis-à-vis du fils de Sergio, l'entraîneur du FC Porto? Louis ou moi? C'était toi, Kevin, mais. C'était moi, j'ai pas entendu. C'est pas grave. J'avais pas entendu. Vas-y. Moi, je l'ai découvert au moment où il a commencé à faire parler de lui, comme il a dit Alex, c'est-à-dire en U19, quand il a commencé à être titulaire indiscutable. C'est là où j'ai vraiment entendu parler de lui. J'avais vu un ou deux matchs de lui et je l'avais quand même trouvé intéressant. Mais après, c'était pas le crack comme là on l'annonce très clairement. Je trouve qu'il a quand même évolué. Et oui, par rapport à son début de saison, je regardais quelques matchs en B et c'est vraiment là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser de plus en plus à lui, parce que franchement, c'était vraiment lui la star de l'équipe et c'est lui qui faisait toutes les différences. Et dans une équipe qui est pas exceptionnelle, lui, il arrive à faire des choses et ça montre toute sa qualité en tout cas, parce que vu la saison que fait l'équipe B, pour être bon dans ce genre de conditions, c'est que c'est vraiment un très très bon joueur quand même. C'est vrai, la B qui est derrière le championnat de D2, rappelons-le, ou l'an dernier, je sais plus. Louis, la première fois que tu as vu San Francisco, quel a été ton ressenti vis-à-vis de ce joueur? Alors Francisco, je l'ai vu très tôt. Il me semble que oui, ça a été quand il est arrivé à Porto, dès le début, U17. Forcément, il était venu avec son père et donc. Il arrive en U16 à Porto, si je dis pas de bêtises. Oui, U16, pardon, U16. Ouais, mais du coup, il joue avec les U17, pardon, c'est vrai. Ouais, mais du coup, la saison U16, on peut pas l'avoir parce qu'à Padrouins, je crois, il diffuse pas les matchs. Enfin, moi, j'ai vu aucun match de U16. Non, il diffuse pas. U15, j'ai vu une partie. Voilà. U16, j'ai pas vu. U17, après, j'ai vu à Porto. Ouais. J'ai que vu ses premières images sous le maillot de Porto même. Et dès le début, forcément, il y avait son père qui était coach. Tu voyais dans nos forums, dans nos pages sur tous les réseaux, tu voyais 2-3 extraits et tu sentais que le garçon avait déjà du ballon, comme avait dit Alex. Tu sentais que c'était un petit ro. Il se portait un peu, il avait une petite brioche, mais on sentait déjà qu'il avait ce crochet et cette patte gauche.
Enfin, pour moi, je sais pas si Alex il l'a remarqué, mais j'ai trouvé que tu la sentais tout de suite. Tu sentais que vraiment qu'il y avait du talent, mais en plus, il me semble qu'avec Alex, on avait parlé à un moment, on avait dit ça peut faire quelque chose, mais il faut vraiment qu'il pense à son physique. Et puis ça s'est métamorphosé en une saison et demie entre guillemets. Il s'est totalement métamorphosé. Il est devenu frêle, comme on peut le voir, parce qu'il est fin, il est tout sec. Et j'ai l'impression que il est en train de comment dire, de se renforcer, parce que là, on sent qu'il est quand même pas assez solide sur ses appuis, le moindre contact, il tombe, etc. Il est jeune, il est frêle, on sait très bien qu'il est très jeune, il a vraiment que 18 ans, c'est un 2002, ça reste très très jeune, mais le talent, il est indéniable, et là, de plus en plus, on va dire que son niveau est monté crescendo depuis ses premiers crochets, son arrivée à Porto. Et là, il a atteint un point de maturation, et l'équipe B, peut-être que ça a duré que 6 mois, entre guillemets, mais je pense que ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien pour passer le palier directement avec la A et pour être à l'aise en jouant avec la A. Ouais, parce qu'il Moi, fait. je Vas-y, Alex. compléter, Vas-y, bah, Alex. je veux dire, en gros, pour compléter Louis, ouais, c'est clair que, comme il a dit, j'ai eu la chance de le voir du coup en U15 et ensuite lors du tournoi de Montaigu en U16, et c'est vrai que c'était il mangeait bien la cantine, comme Bruno Tavares d'ailleurs, et tu sentais qu'il n'avait pas cette puissance, et je suis là où je suis pas vraiment d'accord avec Louis, c'est que justement je le trouve pas si frêle que ça, je trouve qu'il y a une puissance dans les jambes, il tombe parce qu'il y a des fautes qui fait sur lui, aussi, je bien sens sûr. qu'il y a une puissance qu'il n'avait pas auparavant, qui est en train de se développer, et d'ailleurs les journaux portugais en parlaient, même les journaux français, d'ailleurs il y a un petit article sur SoFoot qui est pas mal, qui explique que comme quoi ça a été surtout lors du confinement au Portugal où Sergio Conceição l'a fait vraiment travailler physiquement, il a perdu 7 ou 8 kilos je crois, il s'est renforcé musculairement, et du coup ça a fait que quand il a repris la saison en équipe B, c'était tout un autre, c'était un joueur qui a du coup a gardé sa patte gauche, mais qui a gardé qui s'est amélioré en puissance, en vitesse, en vivacité, et du coup c'est devenu un vrai autre joueur, et c'est devenu un joueur qui aujourd'hui postule pour une équipe A, alors qu'il y a un an c'était un joueur qui ne, comment dire, on ne savait même pas s'il allait évoluer en équipe B cette année, quoi, du coup. On pensait qu'il allait refaire un truc dans le 19. Et en fait, ce confinement, pour lui, là, était vraiment ultra bénéfique pour perdre du poids et pour se renforcer musculairement parlant. Alex, c'est ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit que justement le changement il s'est passé maintenant surtout. J'ai dit que là Ouais, il est en train de le faire, tu vois. ouais. Je le trouve encore frêle par rapport à, tu vois, un Corona qui encaisse beaucoup plus de coups, alors que lui, tu vois qu'il, forcément il est plus fragile. Mais justement, ouais, je suis totalement d'accord avec toi et c'est ce que j'essayais de dire. Il y a eu cette phase de transition d'un an et demi là quand il a été en U17, U19, et puis il y a là l'équipe B qui lui a totalement changé. Et comme tu l'as dit, là le confinement, quand il arrive en équipe B, il était totalement ready pour le niveau pro, alors que pourtant la saison dernière, oui, il y avait du talent. Oui, c'était un très bon jeune. Oui, on voyait sûrement de l'avenir, mais on voyait pas ça aussi prématuré que ce que ça l'est maintenant. Je suis totalement d'accord avec ça. Ouais, c'était très difficile de se dire. C'est vrai que Porto n'a pas d'équipe U23, donc vraiment c'était soit la B cette année, parce que les U19 jouent pas en. Il n'y a pas de compétition U19 junior au Portugal de cette saison. Mais moi je me souviens très bien qu'en U17 c'était déjà. Toutes les caractéristiques que vous avez évoquées sur aussi voilà, le fait qu'il était un petit peu grassouillé, fait que, mais même en U17 c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve. Moi je me souviens très bien des matchs qu'il faisait face à Braga. Il joue 3 matchs face à Braga, on perd 2. Non, il joue 2 matchs face à Braga sur 3. On perd 2 matchs, c'est les matchs où il est là. Et vraiment, c'était un game changer, c'était un garçon qui par son talent, dans ces divisions-là, était déjà, entre guillemets, déjà trop fort techniquement, et que si on le mettait dans des dispositions de 1 contre 1 ou avec un peu d'espace sur son côté droit, c'était tout de suite très 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 difficile à cet âge-là. Alex, je reviens vers toi. Je me rappelle, c'était une masterclass contre Boavista, il te gagne le match à lui seul, et tu sentais qu'il y a encore, c'était comme tu dis Mathieu, c'était un U7, mais tu sentais encore qu'il y avait une marge de progression incroyable, et au final ça donne le joueur que c'est maintenant, quoi. Ouais, c'est une énorme marge de progression, sachant que l'équipe de Porto cette année-là en 2002 était pas la meilleure, loin de là. C'est pas la meilleure génération, loin de là, du FC Porto. Loin de là. Mais il y avait Francisco Conceição qui a fait en sorte un peu que Porto arrache le podium en U17 lors de cette saison 2018-2019. Puis arrive cette saison U19 où c'est vrai qu'il commence pas titulaire, il est même remplaçant comme l'a dit Alex, et il commence pas titulaire, et c'est vrai que la saison en plus s'arrête au mois de mars à peu près, il y a à peu près un an, et tout de suite ça devient plus, sa saison dernière est compliquée entre guillemets, elle se finit mal par cette interruption.
Porto le met en équipe B, le met dans son équipe B pour cette saison parce que c'est quand même peut-être le plus gros talent actuellement du côté de la formation. Et arrive cette saison en B, les gars, je sais pas qui veut commencer, mais c'est vrai que c'était le différentiel de niveau est quand même important entre les 19 et l'équipe B, enfin et une deuxième division, et pourtant il est devenu limite sur ces 4 mois en équipe B le meilleur joueur du championnat. Ah, clairement. Et ce qui me fait rire, et pour reprendre un peu tes propos, ce qui est en U19, du coup, les remplaçants, comme on l'a dit, et ensuite, ça me fait rire, c'est qu'ensuite, tu as Manuel Tulipe, donc son entraîneur, qui vient faire une interview maintenant, en mode, je savais que c'était le crack annoncé, etc., mais garçon, tu le fais pas jouer pendant 6 mois. Donc, bref, ça m'a fait rire, du coup, parce que c'est l'entraîneur qui a commencé à lancer qu'à partir de décembre, alors que de septembre à décembre, il joue 11 minutes par-ci, 15 minutes par-là, 20 minutes par-là, bref. Du coup, il y a ce début de saison en équipe B, et c'est plus du tout le même joueur, c'est-à-dire c'est toujours cette patte gauche comme on l'a dit, mais cette puissance, c'est-à-dire qu'il a beau faire 40 fois le même crochet, on sait qu'il va le faire, comme Robben, comme Messi, mais il passe parce qu'il y a cette puissance dans les jambes qui fait que c'est injouable pour les défenseurs. C'est soit tu fais faute, c'est tout simplement, soit tu fais penalty comme il a fait contre Bordeaux. Et pour reparler de sa saison en B, là, les mois qu'il fait en B, comme je l'ai dit plusieurs fois sur les réseaux, moi j'avais rarement vu un joueur aussi jeune, aussi fort depuis João Philippe et João Félix. C'est-à-dire qu'il a fait, excusez-moi du terme, il a fait pipi sur tous les papas de tous les arrières gauches de Viseu ou de Penafiel, de tous ces clubs-là. Il les a humiliés, et à 17-18 ans, moi j'avais vu ça depuis João Félix, et João Philippe, clairement. Surtout que notre Ligue 2, enfin l'équivalent de la Ligue 2 ici, elle est quand même très compétitive physiquement. Très resserrée. C'est très 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 rugueux quand même. Oui. Par rapport à quand il joue, en fait, je pense que c'est la différence, c'est que là, il joue face à des vieux briscards, et du coup, avec son centre de gravité super bas, il arrive à faire la différence encore plus rapidement, parce que là, il met un coup de rein et le défenseur, il est derrière lui parce qu'il n'arrive pas à suivre. Et en plus, avec sa qualité technique, il fait un crochet, le mec il part. Et oui. Donc, en plus, vu les joueurs qu'il a à côté de lui, franchement, faire ça, c'est encore plus impressionnant. Hein, parce que franchement, à part Rodrigo Valente, qui est bon aussi, franchement, il n'y a pas des joueurs de classe, on va dire, par rapport à, par exemple, à Benfica l'équipe B. Franchement, il y a moins de qualité que dans l'équipe de Porto. Donc, en plus il fait la différence, il est décisif. À chaque fois qu'il est là, il se passe quelque chose. Soit il fait un but, soit une passe D, soit il fait des différences. Donc et, franchement, tout d'un futur crack, et je pense que c'est le prochain crack générationnel en tout cas. Je pense qu'Alex va être d'accord avec moi, parce que c'est un peu son terme. Après Jean-Félix, je pense, qui est ancien, et là ça va être lui le prochain en tout cas. Surtout que si tu performes en équipe B, comme a dit Louis, en deuxième division portugaise, qui est un championnat compliqué, tu es quasiment sûr qu'il n'y a pas un si grand écart entre la Liga 2 portugaise et la Liga 1. Tu vois, c'est-à-dire que si tu es très bon en Liga 2, en deuxième division, tu peux performer en première division. Et c'est là où ça a été très important, et on le répétera sans cesse, la création du coup, des équipes B qui peuvent jouer en deuxième division, elle est ultra utile, parce qu'aujourd'hui, un crack générationnel comme João Félix, comme Conceição maintenant, quand il performe en équipe B, il est déjà prêt pour jouer en Liga NOS. Et au final, tu vois que aujourd'hui, Conceição, à 18 ans, il est déjà prêt pour jouer en Liga NOS, tout simplement. Ah, tu touches un point intéressant, Alex, parce que l'année prochaine, il y aura. Enfin, étant donné que Porto, je ne vais pas porter l'œil, mais a des chances quand même de descendre cette année, je suis désolé, les gars. L'année prochaine, tu ne vas pas dans le fameux championnat de Portugal, c'est-à-dire les fameuses 8 divisions qu'il y a actuellement, mais il y aura donc la création de la Ligue 3, donc vraiment une autre division à l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas divisée en régions ou en sous-régions portuaires. Ce sera 18 équipes qui seront une Ligue nationale l'année prochaine. Donc en réalité, voilà, si cette année tu descends en 3e division, tu restes sur un championnat national avec en gros les meilleures équipes de l'actuelle 3e division, qui restera un championnat qui, selon moi, restera quand même un championnat compétitif et intéressant pour les jeunes, moins compétitif que la Ligue 2 forcément, mais déjà beaucoup plus compétitif que ce qu'on a actuellement en 3e division portugaise. C'était la parenthèse sur la Ligue 3 qui arrivera donc l'année prochaine, et on en a déjà parlé dès qu'elle avait été mise en place l'année dernière. Et revenir aussi sur une anecdote de Rui Vitória qui fait beaucoup d'interventions puisqu'il est au chômage actuellement, mais c'est intéressant, et qu'il était entraîneur de Benfica quand João Moutinho était le capitaine,
était capitaine des U19 du Sporting, et il disait que c'était intéressant parce qu'il trouvait que João Moutinho, quand il commence en A avec le Sporting, il était meilleur en A qu'en U19 par rapport au contexte. Et j'ai l'impression qu'on revoit un peu aussi Conceição, qu'il est beaucoup plus à l'aise en fait dans ce contexte professionnel, et on le voit tout de suite avec ce match à Boavista. Si vous voulez, vous pouvez réécouter notre live juste après cette émission, juste après ce derby, parce qu'on en a aussi beaucoup parlé, et on avait parlé aussi de l'impression qu'il avait donné. C'était quand même assez fulgurant de voir un garçon autant changer un match pour sa première en Liga NOS lors d'un derby et dans un contexte hyper difficile, avec un Porto qui perdait 2-0 face à son, entre guillemets, pas plus grand rival, mais rival de la même ville. Soit on rappelle un peu ce match, soit est-ce qu'on parle un peu de ses débuts en pro, les garçons, et voilà, plus de l'impression générale, parce qu'ils changent aussi le match à Maritimo il y a quelques semaines, et c'est vrai que ses débuts en A sont encore plus impressionnants que ses débuts en B cette saison. Ouais, mais ses débuts, ils sont tonitruants même. Je trouve que c'est la palabre parfaite. Il est arrivé, c'est tout simplement, je dirais pas imposé parce qu'il n'a pas pris la place d'un titulaire, mais il a montré tout de suite son talent. Il n'a eu aucune vergogne. Il n'a pas été comment on dit, dans la retenue. Il s'est pas contenté de faire des passes simples. Il a tout de suite pris des risques. Il y allait au culot tout simplement, et ça a payé, comme tu l'as dit, surtout à Boavista où il aurait pu totalement retourner le match, limite qu'on le gagne grâce à lui. T'as Maritimo, il rentre bien. Toutes ses entrées pour moi ont été plutôt correctes et intéressantes. Et voilà, c'est ce qu'on aime en vrai, la vérité, c'est de voir des gamins jouer sans vergogne, montrer tout leur talent, parce que oui, quand un gamin il a 17 ans et qu'il est prêt pour jouer en pro, il doit jouer en pro. Faut pas le faire attendre. Et là pour le coup, je trouve que on s'est enfin dit que un jeune qui a dans les 18-20 ans, il peut peut-être jouer et faire des apparitions. Peut-être qu'il va nous apporter quelque chose. Il faut que ça soit peut-être un crack générationnel pour qu'à Porto on ouvre les yeux et qu'on en fasse jouer. Mais au moins sur lui, on l'a bien fait. Et ses débuts, pour moi, sont super. Enfin, est-ce qu'il aurait pu faire mieux, sincèrement? Ça, c'est la question que je vous pose pour conclure. Mais je pense qu'il n'aurait pas pu faire mieux, tout simplement. Moi, je vous conseille vraiment de remettre l'entrée qu'il fait contre Boavista. Je suis peut-être beaucoup dans l'instant, j'assume, hein, et je suis peut-être parfois aussi dans l'exagération, mais moi, j'ai rarement vu un jeune joueur changer un cours de match comme ça. J'ai rarement vu ça. C'est-à-dire que généralement, quand tu es jeune joueur, quand tu débutes, après, il conteste, hein, c'est-à-dire que voilà, Porto ne menait pas au score, donc il fallait rentrer dedans. Mais généralement, un jeune joueur, lors de ses débuts, on a l'exemple avec Jean-Philippe, c'est timide, ça fait pas autant de différence. Là, le mec, il arrive, il te fait quasiment une passe décisive, but refusé, il te provoque un penalty, match suivant, il te reprovoque un penalty. C'est ouf, c'est-à-dire que. Et puis, pour que Conceição, comme tu as dit, Louis, pour que Porto et surtout Conceição fassent confiance à un jeune quand tu perds, c'est que. En plus, son fils, parce qu'on sait que Conceição, c'est pas le genre d'entraîneur, Jackie Dune, qui fait confiance aux jeunes. Et en plus, il va faire des petits passes droits à ses enfants, c'est-à-dire que il faut être vraiment. C'est-à-dire que le mec, Francisco Conceição, en vrai de vrai, je pense que s'il serait pas un crack, il n'aurait jamais joué à Porto sous Conceição, sous son père. Parce que Jackie Dune, je répète, il fait pas confiance aux jeunes, et encore, il ferait pas de passe droit à ses enfants. C'est-à-dire que c'est ce qui, voilà, il prouve qu'à chaque rentrée, il change le cours du match. Et faire ça à 18 ans, avoir cette capacité, cette personnalité, parce que c'est très rare chez un jeune d'avoir cette personnalité, d'aller de l'avant et de provoquer, c'est juste très fort. J'ai juste une question avant de lancer, Kevin. Est-ce que Conceição, le profil de l'ailier de l'ailier sur côté droit qui adore rentrer sur son pied gauche et qui fait ce genre de différence, mais qui est aussi capable de jouer dans des espaces un peu plus intérieurs, mais est-ce que juste le profil du garçon est déjà plus adapté au modèle actuel de Conceição qu'un Fabio Vieira par exemple? C'est la question que je vous pose. Est-ce que déjà le profil fait en sorte que son intégration dès qu'il rentre est déjà un peu plus propice à ce que peut mettre en place Conceição du côté de Porto actuellement? Moi, je pense que oui, déjà, parce que c'est un ailier pur par rapport à Fabio Vieira déjà. C'est un ailier qui colle la ligne. Et je pense qu'il rentre parfaitement dans ce système-là, parce qu'on sait très bien que Conceição, il aime bien sur les ailes avoir des joueurs créatifs, à l'image d'un Corona ou à l'image d'un Luis Diaz. Et là, Conceição, c'est typiquement le joueur qui peut te faire la différence face à un latéral. Hop, il le dribble, hop, il va faire un centre ou une passe décisive pour un joueur dans la surface. Donc je pense qu'il rentre parfaitement dans ce système où c'est un ailier créatif qui doit percuter, apporter la percussion du jeu, du redoublement et du dynamisme dans l'attaque. Donc je pense qu'il rentre parfaitement dans ce système-là. Après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais au-delà du fait qu'avec ballon il provoque des choses que ne provoque quasiment aucun ailier à part Corona et peut-être Luis Diaz, c'est surtout sans ballon. C'est-à-dire qu'on sait que Conceição,
un joueur qui sans ballon ne va pas faire le contre-pressing directement, va mettre trop de temps à réagir à la perte de balle, bah il joue pas. Et on le voit avec Fabio Vieira, que c'est peut-être son défaut, c'est-à-dire que sans ballon, Fabio Vieira, c'est pas encore ça. Et Francisco Conceição, quand il faut presser, il presse à fond. Quand il perd le ballon, il va tout de suite le récupérer. Et pour moi, c'est ça qui fait que pour moi, il va gagner sa place à Porto, parce que l'attitude sans ballon est plus développée chez lui que chez un Fabio Vieira, que chez un Romario Barro, que chez n'importe quel autre jeune en fait. Ah oui, Romario Barro, il existe encore. Il joue en B. Il joue en B, il est de retour en B, malheureusement pour lui. Enfin, ça fait 2 ans qu'il était pas, à peu près 2 ans, je crois qu'il était pas allé. Les garçons, je reviens juste sur. En fait, on a beaucoup blagué au début sur Lionel Messi, mais non. En fait, on blague pas tant que ça. Ça veut pas dire qu'on espère on espère déjà peut-être la moitié de la carrière de Lionel Messi, ce sera déjà très bien pour lui et pour la sélection. Mais juste par rapport à ses traits techniques, à ses gestes, par rapport à ses mouvements de corps et tout, il y a quand même une sacrée ressemblance. C'est pour ça qu'on dit ça aussi. Clairement. Vas-y, Louis. Bien sûr, de toute façon, ça va aller vite. Faut le voir directement. Quand c'est ça aussi, et tout pareil, ça peut repiquer énormément dans l'axe. Ça aime aussi aux abords de la surface, et participer au jeu. Ça aime déclencher ça, ça aime dernière faire le gros chez la des bords, c'est pareil, il est gaucher, il a le même centre de gravité, il est petit, il tripote le ballon de la même façon. Enfin, c'est niveau visuel, on peut pas vous l'exprimer. Ah, je bug. Non, mais ça va mieux. C'est Francisco Conceição qui fait ça. On peut le comprendre. Et il est carrément. Il est carrément parti. En attendant que Louis revienne avec une connexion un peu plus potable, il est revenu. Louis, on va t'arrêter 2 secondes. On va juste on a parlé de ces traits caractéristiques, ces ressemblances avec Lionel Messi. Juste pour terminer, on termine souvent sur une perspective d'avenir. Déjà, on va espérer qu'il reste à Porto l'année prochaine et qu'il n'aille pas à Wolverhampton, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que déjà, on suppose que même si son père s'en va dans les années à venir, et lui, il reste un joueur du FC Porto maintenant, il est en contrat professionnel, ça reste l'avenir, logiquement, du FC Porto, même si on connaît la relation de ce club ces dernières saisons avec sa formation. Mais juste si on parle du joueur, si on fait un petit pronostic, est-ce que jusqu'à où il peut aller, est-ce que la marge de progression est, on l'a quand même un peu dit, mais vraiment aussi importante que ça? Pour reprendre un peu ce qu'a dit Louis, parce que du coup il a coupé vraiment, oui, pour l'analogie avec Messi, c'est exactement ça, c'est-à-dire que on a parfois tendance à, dès qu'on voit un petit gaucher, faire la comparaison avec Messi, on l'a eu avec Bernardo Silva, mais là non, c'est vraiment, je ne veux pas dire que c'est le même, parce qu'il n'y aura pas d'autres Messi, je pense, mais dans tout ce qui est, comme a dit Louis, tout ce qui est ses mouvements de corps, feinte de frappe, crochet, retour sur son pied gauche, petite boule nerveuse comme ça, puissance sur les jambes et tout, c'est vraiment du Messi, ouais. Et ensuite, sur ta question, Mathieu, je pense que déjà, oui, il doit absolument rester à Porto, parce qu'il y a une place de titulaire qui l'attend, je pense, la saison prochaine. C'est jamais trop tôt pour être titulaire quand t'es trop fort, simplement. Et surtout qu'il y aura sûrement un départ de Corona. Du coup, je pense que Conceição, pour une place sur le côté droit du FC Porto, il a largement sa place pour être titulaire la saison prochaine, pour se continuer à se développer. Et au niveau de sa marge de progression, je pense qu'il a toutes les qualités techniques, physiques en ce moment pour réussir au plus haut niveau, pour devenir un vrai top player. Mais vraiment, maintenant, s'il veut franchir un cap et vraiment être un prétendant plus tard à un ballon d'or, c'est tout simplement être plus décisif, marquer plus de buts, faire plus de pas décisifs. Il a encore un peu ce défaut-là, c'est-à-dire qu'il a jamais marqué énormément de buts, à part lors de sa saison en U17 avec Porto. Maintenant, il doit progresser dans ce domaine-là. Il a que 18 ans, mais s'il commence à être décisif, à marquer énormément de buts, j'en suis sûr qu'il postulera pour des places pour le Ballon d'Or et surtout pour être le meilleur à son poste dans quelques années. Ok Alex, on
on a des perspectives de fou. Juste aussi dire que c'est vrai que quand on se replace même pas 2-3 ans en arrière, dans cette génération de 2002, tu as évoqué leur nom tout à l'heure, mais tout ce qui était Pedro Brazão, Bruno Tavares était quand même devant. Aujourd'hui, ils sont loin derrière, enfin loin, si quand même derrière, quand même un peu. Donc voilà, c'est toujours avoir ce recul de jugement vis-à-vis de joueurs de 15-16 ans. Et aujourd'hui, Constant a déjà 18 ans et ça va vite, et il a déjà quand même une sacrée avance par rapport à ses concurrents en termes de génération au Portugal, qui est sa génération de 2002. Kevin, oui, si vous avez un dernier mot, une perspective d'avenir, qu'est-ce que vous espérez? Je pense que déjà vous espérez qu'il reste quand même un petit moment du côté du Dragon. Vas-y, Kevin. Ouais, bah oui, on l'espère. Hein. Un crack comme ça, on va pas le laisser filer en tout cas. Et si on le laisse filer, ça serait pour une grosse somme d'argent. Mais oui, je pense que l'année prochaine, ça sera la saison de confirmation. Je pense qu'il peut prétendre à une place de titulaire. Après, on va voir si, même si c'est un crack générationnel, on va voir si Conceição va préférer faire jouer un jeune plutôt qu'un ancien, vu qu'il aime bien faire jouer les anciens plutôt que les jeunes, même s'ils sont bons. Mais bon, je pense pas que, vu le talent du petit, je pense que là, il va être titulaire en tout cas, je l'espère, parce qu'il a tout pour réussir. Et je pense que ouais, une saison ou deux encore à Porto, ce serait pas mal. Et ensuite, ouais, viser un club qui joue avec des champions fréquemment, un top club en tout cas, je pense. S'il continue en tout cas dans cette progression exponentielle, je pense qu'il a un avenir tracé et qu'il aille en sélection par la suite et qu'il nous fasse gagner des titres aussi, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Vas-y, Louis. Bof, j'ai à peu près comme Kevin. Hein. J'aimerais bien encore le garder 1 ou 2 ans, qu'il nous fasse des belles choses et qu'il puisse marquer un peu, nous marquer nous les supporters. Et puis après, on lui souhaite le meilleur de sa carrière. En tout cas, le talent, on est quasiment sûr qu'il l'est. C'est bien pour ça qu'on a fait un podcast aujourd'hui sur lui. Et normalement, ça devrait aller loin. Normalement, on va pas se tromper, je pense pas. Il y a trop de talent pour que ça se casse. Bon, le foot va toujours très vite, hein, mais à part une blessure ou quelque chose de grave, tout est tracé pour moi. À part une blessure grave, hein, parce que même au niveau de ses choix de carrière, je pense qu'il est très bien entouré, que son père, que ce soit. Je pense qu'il sera sous les mains de Jorge Mendes, parce que son père l'est déjà. Donc voilà, je pense qu'il sera toujours bien entouré. Donc mauvais choix de carrière, je pense pas. Et voilà, il faudra peut-être une blessure, une grosse blessure pour le freiner. Oui, je pense qu'il ira très loin. Ouais. Il a tout pour aller très loin, voilà. Ok les gars, on va conclure sur ces belles paroles. Vous l'avez compris, on a été dithyrambique sur le cadet des fils Conceição. Il en a 5, il me semble. Ils sont tous footballeurs, je crois. Sofiane, t'as dit quoi, Alex? C'est rare qu'on soit aussi passionné par un jeune joueur. Hein. Moi, la dernière fois, c'était du Félix, hein, et franchement, sur tous les podcasts qu'on fait, on est toujours un peu plus mesuré. Là, c'est vraiment, ça prouve à quel point on a affaire face à un très grand futur joueur. Le talent, il est indéniable. Cette génération de 2002 qui arrive de plus en plus dans nos podcasts, et ça veut dire qu'elle arrive de plus en plus au niveau senior, mais voilà, très 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 haut niveau du championnat portugais. Donc voilà, je disais le cadet des fils Conceição, il a mis 5 fils à faire un bon joueur de foot. Hein. Voilà, je voulais la placer. Donc voilà. Merci les garçons d'avoir. Je suis pas d'accord. Bon, ok. Rodrigo est bon cette saison. Rodrigo est très bon cette saison. Il finira un Cova la pédate. Merci les garçons. Merci les gars. Deuxième division. Merci. Ce sera déjà pas mal. Merci les garçons. Merci d'avoir participé à ce podcast sur Francisco Conceição, joueur du FC Porto. Nous on se retrouve demain pour le Goal à Sobet si vous nous écoutez en ce jeudi 11 mars. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo sur YouTube, à mettre les 5 étoiles aussi sur Apple Podcast si vous nous écoutez sur les différentes plateformes de podcast. Et nous on se dit à très bientôt, à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.